cours de cette émission en ligne, nous serons avec Alex Anfrous. Il est journaliste et professeur espagnol basé à Casablanca et auteur d'un livre intitulé Niger, notre coup d'État ou la révolution panafricaine. Bienvenue une fois de plus à l'émission Sujet à la Une. Alors les sujets qui sont au menu concernent donc les pays de l'AES, l'actualité au Sénégal, la démarche de la CEDEAO et la coopération internationale. On commence avec le retrait de l'AES depuis le 28 janvier, pas de marche en arrière. Alors je vous disais en début d'émission que nous sommes en ligne avec Alex Anfrous. Il est journaliste et professeur espagnol basé à Casablanca, auteur d'un livre intitulé Niger, un autre coup d'État ou la révolution panafricaine, un livre officiellement présenté par Nicolas Maduro. Alex Anfrous, l'annonce du retrait de l'AES de la CEDEAO est un point clé dans votre ouvrage. Alors vous, comment vous interprétez cette rupture entre CEDEAO et AES? Tout d'abord, je dirais que l'unité panafricaine ne consiste pas à répéter des discours creux en faveur de l'alternance démocratique. L'alternance dans un système politique où il existe des centaines de partis, mais où le pouvoir économique reste toujours dans les mains d'une élite dirigeante, n'est pas une véritable démocratie. C'est dans ce sens que les valeurs préconisées par la CEDEAO apparaissent comme une abstraction déconnectée des réalités des peuples africains. La crise au Sénégal est une nouvelle démonstration de ces contradictions, tout comme la déclaration du président du Bénin, Patrice Talon. Talon a changé son avis sur la politique des sanctions contre le Niger et il a dit qu'il faut passer désormais à une autre politique de la CEDEAO. Mais n'oublions pas la deuxième partie de sa phrase, lorsqu'il admet que la CEDEAO doit écouter ce que veulent le Mali, le Niger, le Burkina Faso à propos de leur période de transition, car cela permettrait d'éviter que ces pays poursuivent leur rêve dans l'Alliance des États du Sahel, en le limitant à une déclaration d'intention. Patrice Talon ne semble pas comprendre qu'il est trop tard. Les États du Sahel ont déclaré que leur annonce de retrait est irréversible et le peuple nigérien n'est pas prêt à oublier la souffrance infligée par la CEDEAO à travers les sanctions et les blocus qui lui ont empêché d'accéder aux médicaments ou à l'électricité. Les dirigeants de la CEDEAO ont démontré qu'ils sont des traîtres à la cause panafricaine. L'unité panafricaine, c'est la vision de développement à moyen et long terme, au bénéfice des populations laissées pour compte par des décennies de souffrances imposées par l'obéissance aux politiques du Fonds monétaire international. L'unité panafricaine, c'est l'entrée en scène d'une population qui regagne la fierté et la confiance dans son propre avenir en Afrique, au lieu d'être expulsée par les routes du désert et par la traversée meurtrière de la Méditerranée, qui est devenue le cimetière marin de la jeunesse africaine. La révolution panafricaine, c'est une rupture totale par rapport à une situation marquée par des politiques néocoloniales. Le panafricanisme, c'est aussi la puissance d'un rêve. C'est des millions d'enfants et des jeunes Africains qui ont le droit de vivre, de créer, de s'épanouir en regardant un horizon de bonheur et de dignité. Alors Alex Anfrous, merci pour votre réaction. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Retour sur plateau avec vous. Le journaliste a évoqué les raisons pour lesquelles l'AES quitte la CEDEAO. Il y a beaucoup de souffrance, la politique néocolonialiste qu'il essaie de décrire dans son ouvrage. Alors on revient avec notre invité en ligne, Alex Anfrous, journaliste et professeur basé à Casablanca. Alors vous parlant de la révolution panafricaine en marche, vous décriviez les trois dirigeants de l'AES, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, le général Mahamadou Tiani et le colonel du côté du Mali, Assimi Goïta, voilà, comme l'avant-garde de la révolution panafricaine. Alors, est-ce que vous craignez un effet contagion dans la sous-région ou même que cette envie de révolution-là puisse impacter d'autres pays dans la sous-région? Pour moi, ce n'est pas une possibilité à craindre, mais à espérer. Nous n'avons qu'à regarder la situation au Sénégal pour nous rendre compte que la démocratie a été vidée de sa substance. Selon moi, ce que les peuples africains doivent craindre, ce n'est pas l'arrivée des coups d'État militaires souverainistes, mais le statu quo d'une classe dirigeante qui prolonge la misère des millions de personnes en les poussant à l'exode ou en abandonnant une partie de la jeunesse pour être la proie des groupes armés dans une logique nihiliste et autodestructrice. D'un
Dans mon livre, j'émets l'hypothèse que d'autres pays d'Afrique de l'Ouest suivront la voie tracée par les États du Sahel. Quel sera le prochain pays à joindre la révolution panafricaine? Mais je peux comprendre l'inquiétude de certains. Une armée panafricaine est difficile à corrompre. La vision de développement régional et autocentré de l'AES met en danger la logique du capitalisme international, des ONG occidentales et de l'aide internationale. Le renforcement des États africains qui réussissent à diversifier leurs partenaires afin de faire bénéficier leur population à partir des ressources nationales est une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont pratiqué le pillage sans limite et qui ont méprisé les droits au développement de l'Afrique. D'accord, merci à vous Alex Anfrous pour votre avis. Alors, est-ce qu'il faut craindre que l'effet contagion, il a parlé du Sénégal tout à l'heure avec ce qu'on voit depuis que le président Macky Sall a décidé de prolonger, est-ce que la démocratie à l'occidental est en souffrance dans les pays de la sous-région? Vous pensez que d'autres pays pourront peut-être rejoindre l'AES? Sur l'irresponsabilité de certaines personnes ou personnalités dans nos pays. Alors, dans votre ouvrage, vous mettez en question la relation avec la France, soulignant la nécessité pour les pays africains de diversifier les partenariats. Estimez-vous que la Russie puisse être un partenaire fiable en dehors de la France pour ces pays de l'AES? Il ne fait pas de doute que sur ces deux volets, la Russie est un partenaire important pour l'Afrique. Historiquement, la Russie a aidé à construire des barrages et des autres projets d'infrastructure dans certains pays d'Afrique, mais les accords néocoloniaux avaient empêché aux pays du Sahel d'acquérir une véritable indépendance au bénéfice de leur population. Aujourd'hui, la Russie est en mesure d'aider les pays africains à construire des centrales nucléaires. C'est la volonté exprimée par de nombreux États africains, non seulement du Sahel, depuis le Maroc jusqu'à l'Égypte, en passant par l'Ouganda ou l'Éthiopie. Ces États pourraient faire un bond en avant dans la production électrique. L'accès à l'électricité au Niger est de seulement 13% de la population au niveau national et de 1% dans les zones rurales où habitent les 80% de la population. Au Burkina Faso, l'accès est de 19% au niveau national selon des données de la Banque mondiale. 70% de la population vit en zone rurale et seulement 3% de cette population a accès à l'électricité. 60 années après les indépendances, qui pourrait nier au peuple burkinabé son droit aux avantages de la modernité grâce à l'électrification? De même, qui pourrait nier le droit à ce que les armées du Sahel se dotent des équipements militaires adaptés afin de faire face à la menace des groupes armés qui déstabilisent leur pays? Si la Russie leur permet d'accéder à une technologie que les partenaires traditionnels leur ont refusée, les États africains seront moins dépendants des opérations militaires extérieures qui se sont avérées un échec. Je rappelle qu'un chef d'état-major de l'armée impérialiste française avait annoncé qu'il leur fallait rester au Sahel jusqu'en 2050 afin d'assurer leur sécurité. La vision sécuritaire européenne peut ne pas correspondre à la vision de la sécurité panafricaine. Contrairement à ce que la propagande répète, la Russie n'est pas derrière les coups d'État militaires, ni derrière les manifestations populaires. Elle est aux côtés des peuples, elle est aux côtés des nouveaux dirigeants dans la recherche de la souveraineté nationale. D'accord, merci à vous Alex Anfrous pour votre point de vue. Il a parlé de la Russie dans son développement, en tout cas la Russie qui n'est pas forcément pour les coups d'État mais soutient. Il a également dit qu'est-ce qu'on pourrait avoir avec ce partenaire qui pour lui pourrait être fiable, et même il parle aussi de la diversification des partenaires surtout commerciaux. Alors vous, votre commentaire? J'apprécie beaucoup son mot de fin qui dit que la Russie est aux côtés du peuple et non à la base des coups d'État. C'est ce que les gens chantent beaucoup pour dire que voilà, la Russie c'est la nation qui essaie de
de travailler à ce qu'il y ait le coup d'État pour pouvoir vendre ces choses et tout ça. Mais vous vous souvenez que le président Roch Kaboré a dit une fois sur une chaîne internationale, disait que le Burkina avait commandé des armes à travers l'Union européenne, mais pour des questions de papier, de papyrus, ça a plus de 2 ans. Jusque-là, ce n'était pas encore réglé. On tire vers la fin de cette émission. Alex Anne-Frousse, vous êtes en ligne. Alors, au fil de vos pages, vous affirmez que toutes ces actions prises par ces présidents de ces 3 États, en tout cas, amènent une dynamique d'amour, d'appréciation du peuple. On veut dire que dans ces 3 pays de l'AES, en tout cas, les populations sont derrière ces dirigeants militaires. Alors, comment vous appréciez cette dynamique de soutien populaire dans ces 3 pays? Le pays du Sahel traverse une situation particulière et historique. Il faut constater que les coups d'État n'ont pas été le résultat de quelques aventuriers putschistes, car des années de contestation, d'ébullition sociale se sont cristallisées dans l'action déterminée de quelques hommes appartenant aux armées nationales. Ils ont mis en avant la nécessité d'un revirement des stratégies militaires et des politiques de coopération avec le partenaire traditionnel qui était la France. Le contexte de guerre avait mis ces nations en danger de mort. Encouragés par les armées, les peuples se sont appropriés la défense de la nation. Dans l'histoire depuis les indépendances, des strates de la société, notamment la paysannerie, étaient restées isolées du destin de la nation. Les capitalistes rentiers s'étaient appuyés sur une alliance avec les chefferies traditionnelles au profit d'un système néocolonial qui a entretenu l'extrême pauvreté. Avec l'Alliance des États du Sahel, il y a une mobilisation de la population en faveur de la décolonisation culturelle et économique, et elle est devenue consciente de sa tâche historique. C'est un élan d'unité populaire qui n'est pas la même chose que l'unanimité. Les capitalistes rentiers ont été appelés à contribuer à la production nationale. Les bandits armés derrière les drapeaux du fanatisme religieux ou le séparatisme ont été appelés à abandonner les armes. D'autres acteurs sont appelés à arrêter les divisions, à abandonner leurs privilèges et à soutenir les processus de construction de la souveraineté populaire. La propagande contre les actuels gouvernements de l'AES a présenté ces militaires comme étant soutenus seulement par quelques manifestants dans les grandes villes. Pourtant, c'est dans les zones majoritairement rurales de ces pays où les militaires ont un soutien important de la part des déplacés internes, par exemple. La perception depuis les grandes villes n'est pas complète, n'est pas représentative de la situation dans le reste du pays. Il existe un regard conditionné par les conforts de certaines classes sociales qui ne correspond pas aux priorités de la majorité de la population. Le capitaine Ibrahim Traoré a expliqué clairement que les soutiens au régime précédent étaient faussés par la pratique de la corruption et l'achat des votes. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est exactement le contraire. Le peuple est appelé à contribuer par des dons au Fonds pour la sauvegarde de la patrie. Voilà donc le peuple qui est derrière ces dirigeants au Burkina Faso, au Mali et au Niger, comme vous le faites comprendre, Alex Anne-Frousse. Alors malheureusement, nous tirons vers la fin de cette émission. On ne pourra pas vous poser la question sur les motivations de votre ouvrage intitulé Niger, un autre coup d'État ou la révolution panafricaine. Il faut noter que ce livre a été officiellement présenté par le président Nicolas Maduro. Alors, en ligne, nous étions avec Alex Anne-Frousse, journaliste professeur espagnol basé à Casablanca. L'équipe technique a été pilotée par Oussalé Nabayire. Merci à vous également de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Omega Media. Merci.